Bienvenue à tous. D'abord, merci aux téléspectateurs qui nous captent à partir du réseau Canal+. Nous sommes heureux de vous retrouver depuis déjà quelques jours. Et merci d'avoir si patienté pendant tout ce temps parce qu'effectivement, on a senti l'importance d'être à vos côtés et l'importance de votre chaîne quant à l'information juste, indépendante et aux analyses que nous faisons ici avec beaucoup de patriotisme. Aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler de la gouvernance de la République démocratique du Congo, les questions brûlantes du moment, ce qui fait débat ici à RDC, avec quelqu'un qui ose, parce qu'au sein de la mouvance présidentielle, il y a comme un désert. Rares sont ceux qui prennent le risque de venir sur de plateaux importants pour parler à la fois du bilan, de l'actualité et de l'action du président Tshisekedi. Lui, c'est notre invité. Il s'appelle Dani Mukendi Wadinanga, qui est membre effectivement de la mouvance présidentielle. Vous êtes économiste, expert en géologie formé en Belgique. Et vous avez été conseiller du ministre honoraire des Finances, Nicolas Kazadi. Bienvenue. Merci de m'inviter, merci de me recevoir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir parce que il fut un temps où effectivement vous étiez au devant de la scène. C'est vous, quand il y avait une question qui concernait à la fois la MIBA, vous venez nous voir, une question qui concernait le ministère des Finances, piloté par Nicolas Kazadi, vous venez nous voir, et surtout une question qui concernait la gouvernance tout court de Félix Tshisekedi, vous étiez au rendez-vous. Expliquez-nous pourquoi il y a comme un désert autour du président Tshisekedi en termes de personnes qui osent le défendre son action sur les plateaux de télévision. Monsieur Kassamba, permettez-moi immédiatement de vous corriger. Autour du chef de l'État, il n'y a aucun désert, il y a une majorité consolidée, rangée derrière le chef de la nation, le guide, le père de la nation, le président de la République, le chef de l'État, et il n'y a aucun désert. Je peux reposer ma question autrement? Vous pouvez la reposer. L'union sacrée, depuis la sortie du président, lorsqu'il a dit qu'il n'était pas très content de cette union sacrée, lorsqu'il a annoncé l'ouverture d'un dialogue, ou plutôt des consultations via son conseiller spécial, ça fait un moment que les consultations ont eu lieu. On ne sent pas l'engouement dans les chefs de membres de l'Union sacrée. Et qu'on le verra un peu plus tard, tout à l'heure avec vous, il y a comme une espèce de chasse à l'homme au sein de l'opposition. Quid? Je pose quid des hommes du président? Où sont-ils? Mais vous avez reçu, il n'y a pas longtemps, l'ancien ministre de l'Intérieur, le VPM Peter Kazadi. Et vous recevez assez souvent des gens qui osent, qui parlent de la nation, qui défendent la vision du chef de l'État et la position du chef de l'État. Je ne peux pas vous laisser... Je ne peux pas vous laisser... L'un des rares. Peter Kazadi, l'un des rares. Alors, l'ancien ministre de l'Intérieur, bien évidemment. Et les autres sont-ils où? Les ADG qui sont nommés, les conseillers qui sont nommés, les ministres, les membres de l'Union sacrée. Où sont-ils? Ils sont là, derrière le chef de l'État, et le pays fonctionne. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Mais vous voulez que tout le monde vienne parler chez vous? Je suis là, faisons l'émission, et je suppose que alors, ça sera une émission intéressante. Commençons. La RDC est en crise. Il a déjà des difficultés avec le Rwanda, notamment. Il n'y a pas que le Rwanda. On nous a annoncé un partenariat avec les États-Unis. Un deal un peu à la manière de l'Ukraine et de Trump des États-Unis. Nous allons donner quoi à Trump? Dans quelles conditions? Et que vont faire les Américains chez nous dans cet état de lieu? Merci pour la question. Elle est pertinente et intéressante. Je vous demanderai d'emblée de me laisser développer mon raisonnement pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux saisir l'explication que je veux donner et pour clarifier la situation. Ça va faire près de 30 ans
que notre pays connaît de manière récurrente une déstabilisation due à la situation sécuritaire et à la guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda avec la complicité d'une frange de la communauté internationale. L'État congolais n'est pas en mesure de se concentrer aux besoins de développement puisque nous sommes chaque fois déstabilisés, distraits et nous devons nous occuper de la guerre, ce qui est une prérogative importante. La sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale. C'est une priorité des priorités. Mais figurez-vous que sous le régime passé, l'essentiel des contrats miniers, vous êtes sans ignorer que notre pays est un scandale géologique. Le bassin du Congo est une zone internationale. Et donc nous ne pouvions pas nous renfermer uniquement qu'aux Chinois avec le contrat des minéraux et infrastructures, qui a d'ailleurs été un échec cuisant, puisque vous qui étiez d'ailleurs chargé de la visibilité de 5 chantiers et de la révolution de la modernité, aujourd'hui je ne sais pas ce que vous pourriez représenter à la nation pour le camp que vous aviez représenté à l'époque, par rapport à tous les programmes dont vous étiez le directeur en chef de la propagande, de la sensibilisation, de la mobilisation. Vous ne répondez pas aux questions. Ce fut un échec cuisant. Vous êtes hors sujet. Maintenant, ce n'est pas un sujet, je développe. Et donc, à ce stade-ci, le scandale géologique que nous sommes, perturbé constamment et de manière récurrente par la guerre, par nos voisins, qui nous font une guerre économique, la guerre des minéraux, il est bon que le président Tshisekedi ouvre le pays auprès des grandes nations de ce monde, notamment les États-Unis d'Amérique, qui est la plus grande puissance militaire, qui est le pays de droits de l'homme et qui est la première puissance économique dans ce monde. Merci beaucoup. Laissez-moi terminer. Non, ne terminez pas parce que vous étiez dans les généralités et nous ici on est précis. Je voudrais être précis. Monsieur Mukendi. Monsieur Kassamba. Les États-Unis travaillent avec deux pays organisés sur le plan sécuritaire, administratif, financier, en termes de traçabilité de ce qui est fait, en quoi la RDC est au diapason pour faire affaire avec les Américains. Vu la cartographie actuelle, vu l'image que projette la RDC au plan international. Du point de vue international, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, l'image de la République démocratique du Congo s'est beaucoup améliorée. Ah bon? Contrairement à quelques années, nous n'étions pas dans... Donnez-moi quelques paramètres. Je vais répondre. Oui, oui. Dites-moi, dans tel domaine, je vais répondre. On est bien vu, dans tel domaine, on est bien vu, dans tel domaine, on est bien vu. Vous ne tombez plus dans les comparatifs lorsque nous parlons populistes. Lorsque nous parlons positivement du chef de l'État, c'est toujours un problème pour vous. Non, laissez-moi terminer. Moi, je veux que vous disiez des choses précises. Mais je venais à peine de commencer. Sortez des généralités. Vous m'avez interrompu. À vous. Depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, l'image de la RDC s'est beaucoup améliorée. Du point de vue de la diplomatie, du point de vue des climats des affaires, du point de vue judiciaire, du point de vue de la transparence gouvernementale et de la gouvernance. Plusieurs secteurs de notre pays, du moins dans des secteurs économiques et sociaux, ont connu une amélioration significative. On peut y aller étape par étape, si vous voulez bien. Alors, prenons aspect sécuritaire. Oui. Quand vous prenez le tableau risque pays en termes sécuritaires, la RDC est placée zone verte, jaune, rouge, noire. Je vous laisse la responsabilité. Non, c'est la question. Vous avez dit, je dois répondre. Laissez-moi répondre. Allez-y. Je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites et des couleurs que vous donnez à notre pays. C'est pas moi qui Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Attendez. Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Voilà. Je vous laisse la responsabilité de vos statistiques.
C'est pas statistique. Laissez-moi terminer. Monsieur Kassamba, laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Je vous laisse la responsabilité de vos statistiques. Mais moi, j'ai des chiffres et laissez-moi parler. Pour faire l'état de lieu d'un pays, on le compare d'abord par rapport à lui-même. Nous regardons où nous étions et où nous sommes. Voilà la comparaison que j'aimerais faire. Je voudrais comparer notre situation d'aujourd'hui et notre situation d'hier sous le régime de Joseph Kabila. Notre pays a beaucoup évolué dans les domaines que j'ai précités. Je peux reposer ma question. Maintenant, vous avez parlé du domaine de sécurité. J'ai dit vous en avez termes parlé de du risque domaine au pays. de sécurité, laissez-moi répondre. Oui. Du point de vue de la sécurité, Oui. vous êtes sans ignorer que notre pays a connu une infiltration sans précédent, avec la complicité et la complaisance des autorités de ce pays. Notre armée a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière. C'est pas ça ma question. Mais c'est ça le point sécuritaire. Non. C'est ça que le peuple connaît. Quelle est votre question? Quand on dit sécurité veut dire insécurité. Sécurité veut dire insécurité. Attendez. Monsieur Kassamba, sécurité voudrait dire insécurité. Oui, l'insécurité, par exemple, aux frontières du territoire, insécurité urbaine, c'est ça l'insécurité. Ok, mais laissez-moi vous rappeler je vous éclaire. Non, vous ne pouvez pas m'éclairer. À partir du moment où l'État congolais était géré par des complices qui ont rendu nos frontières... Je ne dis pas été. Depuis 7 ans, qui dirige la RDC? Mais depuis 7 ans, la situation du pays s'est beaucoup améliorée. C'est là où on est. Alors, quittons maintenant la sécurité. Allons sur le Monsieur plan... Monsieur Kassamba, oui. Vous avez la mission de m'empêcher de parler. Non. Laissez-moi vous répondre. Vous pouvez répondre aux questions simplement. Mais je réponds aux questions. Mais parce que vous sortez de... Je ne sors pas. Vous êtes dérangé lorsque nous parlons de Félix Tshisekedi. C'est vraiment déplorable. Non, c'est pas ça du tout. Mais quel est le problème? Ça du tout. Alors, je prends un autre pan. Mais vous... Non, parce que sur le plan de la sécurité, vous n'avez pas donné la réponse. Mais je prends un autre pan. Sur le plan du climat des affaires, nous avons gagné en doing business ou nous avons perdu en doing business. Sur le plan du climat des affaires, notre pays lutte efficacement contre la corruption et contre les détournements. La justice congolaise est aujourd'hui dotée des moyens pouvant permettre aux magistrats d'exercer librement, en toute objectivité, leur travail et permettre à ce que cette justice qui élève la nation soit consolidée et permette à notre pays d'aller de l'avant. Ce qui n'était pas le cas hier. Vous avez lu le rapport du Transparency International? Les derniers. Moi, je vous donne les faits. Non, j'ai dit Transparency International. Je vous donne les faits. Hier... Non, je parle de maintenant. Mais moi, je compare. Non, il n'y a pas à comparer. Mais l'état des lieux maintenant. Mais vous parlez de maintenant par rapport à quoi? L'état des lieux d'un pays, on regarde ce que ce pays était et ce que ce pays est devenu. Oui. Ah voilà. Je dis que sous Kabila, le pays était mal géré. Et aujourd'hui, il y a des avancées significatives qui permettent à ce que la cotation de notre pays a été améliorée. Sur le plan des infrastructures, parce qu'on fait des affaires avec un pays avec des infrastructures, notamment les aéroports, les ports, les routes. Quelle est l'image que nous projetons, en commençant par la capitale? Mais j'aimerais vous dire que ce pays a connu les 5 chantiers. Non, monsieur. Mais monsieur Kassamba... Arrêtez de rentrer à Mathusalem. Je pose la question. Moi, je vais vous... Quel est l'état actuel de notre pays en termes d'infrastructures? Je suis d'accord, permettez-moi de progresser et développer mes pensées par une méthode comparative. Je ne peux pas comparer notre pays par rapport à un autre. Je n'ai pas dit de comparer, j'aimerais le comparer par rapport à lui-même pour faire un état de lieu. Figurez-vous que... Quelle est la photographie? Voilà la question. Quelle est la photographie? Une amélioration sensible de la situation par rapport à ce qu'elle était. Selon vous? C'est ça la vérité. Je réponds par rapport au deal des Américains. Très bien. Vous savez que les Américains avaient TFM, Tengue Fungurume. Pourquoi l'ont-ils vendu aux Chinois? Voilà. Pourquoi les Américains ont vendu Tengue Fungurume aux Chinois? Je me souviens, de mémoire d'homme,
que même le Premier ministre Matata, à l'époque, on lui a posé cette question. Lui qui était Premier ministre a dit qu'il ne savait pas et qu'il n'était même pas au courant. Donc vous ne savez pas. Laissez-moi terminer. Premier ministre n'était même pas au courant que le pays pour lequel il avait la responsabilité de gérer un gouvernement, on venait de vendre Tengue Funguru, mais il n'était même pas au courant. Ça, ce sont des choses qui se sont... Pas à ma question. Mais je réponds à votre question. Simplement, Alors, vous m'empêchez... J'ai posé cette question pourquoi? Pourquoi? Parce que les conditions que posent souvent les Américains lorsque, avant d'aller faire des affaires dans un pays, reposent principalement sur la gouvernance, sur le climat des affaires, sur la sécurité des investissements et sur le respect du droit. Enfin, l'OADA, on est membre de l'OADA, c'est-à-dire le commerce et les droits des affaires. En quoi la RDC est compatible avec tout ça? Alors, je vais vous demander vraiment de m'excuser, mais de me laisser répondre, s'il vous plaît, à vous. cette fois-ci. Vous venez donner un ensemble de points qui sont importants. Critérium. Qui sont importants aux yeux des Américains pour parvenir à signer un partenariat privilégié à longue durée. Lorsque nous regardons dans le tableau de bord de notre pays, les indicateurs bien précis démontrent que des efforts ont été fournis par la RDC par rapport à sa cotation de crédibilité, par rapport à la gouvernance, par rapport à la lutte contre la corruption, par rapport à un ensemble de choses, et notamment le climat des affaires, ayant connu une sensible amélioration, et aujourd'hui qui met les Américains à la table avec la RDC pour discuter, puisque ces signaux sont positifs. C'est cela qu'il faudrait retenir. Revenons à l'actualité. Le deal. Est-ce qu'un pays comme le nôtre, dollarisé, avec ce qu'on appelle la thésaurisation exacerbée. Thésaurisation veut dire l'accumulation de cash, de la masse monétaire chez les individus. Et qui a des soucis au niveau de la traçabilité des transactions. En quoi et comment les Américains vont pouvoir venir tête baissée? Le peuple congolais fait confiance à la monnaie nationale et le peuple congolais est dans sa majorité à la banque, dans le circuit bancaire. Ah bon? Quel est les taux? Laissez-moi terminer. Les taux de bancarisation. Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Pour qu'une monnaie soit fiable et stable, et pour qu'on lutte convenablement contre l'inflation, il y a la notion de confiance qui intervient en économie. La thésaurisation qui a frappé notre pays les années 90 ne peut plus exister aujourd'hui puisque nos banques sont en bonne santé, la gestion est transparente et le circuit bancaire... Là, vous parlez de quel pays? La RDC. La thésaurisation... Est-ce que vous savez les taux de thésaurisation? C'est-à-dire les gens qui ont du cash chez eux à la maison, c'est évalué à combien? Monsieur Kassamba, oui. Je vous répète. Les banquiers nous suivent. Hein? Monsieur Kassamba, je vous répète. Et les observateurs aussi. Il y a un moment dans ce pays, les banques ne fonctionnaient pas et personne n'allait à la banque puisque la banque elle-même, nous avons perdu l'argent à la BZCE, qui s'appelait à l'époque la Banque du Peuple. Nous avons perdu l'argent à la Banque du Zaïre, ainsi de suite. Aujourd'hui, la confiance bancaire existe dans ce pays. Le peuple fait confiance et aux banques. Avec quel taux de bancarisation? Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a amélioration sensible. Donner, les taux. Pardon? Quel taux de bancarisation sur 120 millions, 120 à 130 millions de Congolais aujourd'hui? Combien sont bancarisés? C'est un taux plus que satisfaisant qui permet à ce que les partenaires internationaux fassent confiance à notre pays et dans le secteur bancaire précisément. Dites-moi, ce deal avec les Américains, c'est fait sous forme de quoi? Ok. Notre pays est un scandale géologique. Et ça, c'est la philosophie. Et ce pays est en guerre aujourd'hui, puisqu'on voudrait piller, spolier ces minéraux. C'est une guerre des minéraux et une guerre économique. L'Arabie Saoudite
et plusieurs pays dans ce monde ont établi des partenariats privilégiés à longue durée avec les États-Unis pour sécuriser leur territoire et sanctuariser les territoires. Oui, mais schématiquement, laissez-moi terminer. Schématiquement, vous le faites comment? Laissez-moi terminer. Oui. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont investi environ 700 milliards de dollars américains pour les 30 à 50 prochaines années dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle oblige aux Américains de s'approvisionner de manière régulière en terres rares et en minerais stratégiques. Ces minerais qui sont en Ukraine, pour lesquels les Américains ont signé avec Zelensky, le président ukrainien, et qui font la guerre, ou qui causent la guerre de l'autre côté, ces mêmes minerais se trouvent dans notre pays et sont malheureusement pillés et sortent par la voie du Rwanda et font développer le Rwanda alors que nous, dans notre pays, nous sommes asphyxiés par la guerre. Voilà pourquoi le chef de l'État, par sa bienveillance et dans sa vision, considère qu'il est plus important de signer directement un partenariat privilégié et solide avec les États-Unis qui va consister à ce que ce commerce et cette industrialisation de minerais au Congo, ou cette exploitation de minerais, se fasse et en retour garantissent la sécurité des Congolais qui ont connu un génocide aujourd'hui non reconnu, mais qui existe, des millions de morts. Je peux reposer ma question? Vous pouvez la reposer et vous aurez des questions. Ouais, vous aurez des réponses. Tout réserve ou tout minerai doit être certifié, quantifié, localisé. Avec naturellement beaucoup d'argent pour les études. Oui. La recherche, les études. 2. Tout pays qui établit les partenariats a d'abord ses propres sociétés nationales du domaine. Les Angolais ont des sociétés de pétrole. Les Saoudiens ont des sociétés de pétrole. Les Zimbabwéens ou les Namibiens avec le diamant notamment en Namibie ou au Botswana. C'est sur base des partenariats société contre société, parce que ce n'est pas l'État américain qui vient ici. L'État américain, c'est l'organisation. Ce sont les sociétés privées qui viennent pour investir. Monsieur Kassamba. Non, je n'ai pas posé Monsieur Kassamba. Je n'ai pas posé la question. Vous posez des questions kilométriques et j'ai C'est pas l'impression que kilométrique. vous n'avez pas bien J'explique préparé d'abord. l'émission aujourd'hui et J'explique je d'abord. sens que vous On n'êtes est pas dans les suffisamment thématiques. concentré. On est dans la Laissez-moi vous dire. Non, je vais juste poser la question, vous allez continuer. Sous la coupole de l'autorité des États, c'est-à-dire le chef de l'État congolais et le chef de l'État américain, permettent qu'il y ait cette coopération Oui, et mais cette ce sont les collaboration sociétés qui travaillent, pour favoriser justement que les sociétés viennent s'implanter au Congo. Alors ma question est, Elle est laquelle? quelles sont les structures congolaises qui vont faire les études, qui vont certifier ces réserves? Parce que la plupart de ces réserves plus ou moins certifiées sont aux mains des Chinois et des Indiens qui sont déjà installés chez nous à 70%. Où est la procédure de certification et d'évaluation de ces minéraux avant de les proposer aux sociétés américaines? Voilà ma démarche. C'est triste. Non, c'est pas ça ma question. La certification, c'est quoi? La certification est une opération qui consiste à approuver, à homologuer le travail de prospection et de géologie qui a déjà été fait. Qui est fait par qui? Laisse-moi terminer. Oui. Qui a déjà été fait ou qui va être fait. Voilà. Quand c'est terminé, on peut certifier pour dire que c'est vrai. Je donne un exemple. Lorsque vous avez étudié au Congo, à l'université, vous allez vous inscrire à l'université en Belgique ou en France, il y a ce qu'on appelle l'équivalence. L'équivalence est une façon d'homologuer et de reconnaître le niveau du diplôme qu'on ramène du Congo. En matière de certification, c'est la même chose. Nos ingénieurs peuvent faire des études de prospection, de géologie, des recherches géologiques, ainsi de suite. Lorsqu'ils ont sorti des résultats, on peut alors amener des grandes firmes internationales qui ont cette notoriété internationale et le crédit de banques et de bourses au niveau international pour apporter ce qu'on appelle le tampon de certification ou la certification. Cependant, vous êtes en train de nous parler des choses qui sont
simple à expliquer. Mais j'explique très simplement. Premièrement, la RDC n'a pas les moyens de faire des études, et les études, ça prend du temps et de l'argent. Voilà. C'est pour ça que la plupart des sociétés étrangères qui viennent chez nous font des études à notre place et parfois nous mentent. Ça s'appelle le partenariat. Dites-moi, quelles sont les structures qui sont au service de... Allez, j'ai caricature de Félix Tshisekedi pour évaluer ces réserves à mettre à la disposition des Américains. Ces études sont faites quand, où, avec quels moyens? Vous, quand vous étiez au pouvoir, moi je n'ai jamais été au pouvoir. Vous avez fait ça. Alors, laissez-moi répondre et vous expliquer. Puisque ce que vous n'avez pas fait, c'est ce que nous faisons et nous tentons de faire avec succès. Alors, apprenez et écoutez de bonne foi, s'il vous plaît. Je dis ceci. Le ministère des Mines a des structures de recherche géologique. OK? Il y a... Le ministère des Mines, le ministère des RDC, qui fait des études. Il y a des structures de l'État qui sont habilitées à faire ce travail-là. Avec quel budget? Laissez-moi terminer. Maintenant, s'il faudrait avoir de la technologie, des matériels, un personnel complémentaire, dans le cadre de partenariats, il y a moyen de combler nos déficits en technologie ou dans certains domaines. L'argent viendrait de qui et la technologie? L'argent est négocié dans le partenariat pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt de ce pays. Donc les Américains viennent chez nous faire les affaires avec nous. Oui. Ils viennent avec leur argent, ce sont des leur matériel. Ce sont des investisseurs. Ils font les études chez nous. C'est eux qui vont pouvoir être partenaires avec nous. Mais vous connaissez un pays qui est allé avec la technologie investir aux États-Unis. C'est la première puissance technologique, économique. Et nous avons tout à apprendre et heureux de collaborer avec eux. Bon, les gens apprécieront. Deuxième thématique, c'est par rapport à la sortie de votre... Mais est-ce que je peux terminer ce chapitre? Je vous en prie. Donnez-moi 2 petites minutes. Il est important de comprendre qu'avec les terres rares, avec les minéraux stratégiques, qui permettent à ce que l'intelligence artificielle, qui est la pointe de la technologie aujourd'hui dans le monde, soit alimentée et fonctionne, les Américains ont de manière indispensable besoin des minéraux au Congo. Alors, cette collaboration est une collaboration objective et utile pour nous, puisque ce qu'eux cherchent, c'est ce que nous avons. Ce que nous souhaitons obtenir, c'est-à-dire la sécurisation de notre pays, l'intangibilité de nos frontières, une armée dure, forte et solide, le patriotisme, une économie, les règles de transparence, dans le cadre de cette collaboration qui peut avoir ce qu'on appelle des retombées extrêmement bénéfiques pour notre pays. Le pays est extrêmement gagnant et nous devons soutenir le chef de l'État qui oriente le pays vers les États-Unis pour sa sécurité et pour son développement. Je peux poser la question. Posez toujours et on va conclure sur ces dossiers-là. Aujourd'hui, entre les Rwandais et leurs méthodes, et la RDC et ses méthodes, qui inspire plus la confiance aux Américains? Très objectivement. Je réponds. Le Congo, notre pays, est signataire de la Charte des Nations Unies, au même titre que le Rwanda. Et l'un des principes sacrés des Nations Unies, c'est l'intangibilité des frontières et le respect de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi les États-Unis, qui viennent investir dans notre pays dans le cadre de ce partenariat, a souhaité que le Rwanda vienne à la table de négociation aussi. Pourquoi? Puisque lorsque les Américains vont l'écouter, mais je réponds. Je ne peux que répondre comme je veux. À vous d'apprécier. Allez-y. Les Rwandais vont se mettre à la table de négociation pour signer ce qu'on appelle un accord de paix et de non-agression. De telle sorte que s'ils violent, comme ils ont l'habitude de violer, alors ils auront affaire à la puissance militaire américaine dont les intérêts économiques seront dans notre pays. Aujourd'hui, qui inspire plus confiance aux Américains entre la RDC et le Rwanda? La RDC est propriétaire de ces minéraux. Non, elle est propriétaire. Mais laissez-moi répondre, M. Kassam. Allez-y. La RDC est propriétaire de ces minéraux. Le Rwanda n'a pas nos minéraux. Comment voudriez-vous parler d'inspirer confiance ou de ne pas inspirer confiance entre un propriétaire légitime et souverain de ses biens et un usurpateur, un criminel et un bandit? Votre question, je m'excuse, pose des questions. Moi, je peux remettre en doute votre sens de patriotisme et de la nation. Alors, les minéraux du Congo, est-ce que peuvent appartenir au Rwanda? La question, c'est pas ça. Alors,
que le Rwanda, question à moi était que les Rwandais inspirent confiance pour ce qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire les vaches et les bissamouni. Nous, on inspirera confiance, ou on va créer la confiance et la crédibilité pour ce que nous avons chez nous, l'eau, l'électricité, les minéraux et tout ce que Dieu Tout-Puissant nous a donné. Bon, à titre d'information, Oui. on va installer les systèmes des Nations Unies là-bas. À titre d'information, les mêmes Américains nous demandent de coopérer, de co-gérer, notamment nos espaces, avec les mêmes Rwandais diabolisés. Non. Les Américains... On la non, on ne va pas la fermer. Les Américains ne peuvent pas nous imposer dans le cadre du partenariat avec eux... C'est dans l'accord. Messieurs, écoutez ce que je vous dis. Oui. Les Américains ne nous imposent pas dans le cadre de ce partenariat de partager notre richesse avec les Rwandais. C'est faux. Les Américains associent les Rwandais puisqu'ils viennent et nous avons en face de nous un belligérant. Ce belligérant, c'est le Rwandais. Le conflit, c'est avec le Rwanda. Comment voudriez-vous qu'on travaille avec l'Américain sans pour autant dire à l'agresseur que c'est terminé? Ils sont à la table pour signer un accord de paix et pour ne plus agresser. Et lorsqu'ils vont agresser, en ce moment-là, Dieu seul sait. Dites-moi, M. Dinanga, Oui. Mukendi Wa Dinanga. Oui. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, proche ou très lointain collaborateur de Félix Tshisekedi? Très lointain. Il est très lointain. Mais vous dites très lointain. Oui. Loin, loin, là-bas, loin, loin, comme on disent les Ouest-Africains. Ou proche, proche. Ouais. C'est la question. Qu'est-il? C'est-à-dire? Il est proche collaborateur, ou il était, parce qu'il n'est plus au gouvernement, mais en termes de collaboration, du parti, de PES, etc., est-ce que lui, il est proche ou collaborateur lointain de Félix Tshisekedi? Monsieur Nicolas Kazadi est un député national élu du Kasaï oriental pour le parti politique UDPS Tshisekedi et a obtenu le meilleur score. C'est pas ça la question. Je réponds. Premier point. Monsieur Nicolas Kazadi est d'une loyauté sans faille C'est pas ça la question. à l'égard du chef de l'État. Monsieur Nicolas Kazadi est à la disposition de la nation pour continuer à œuvrer pour la nation conformément au choix du chef de Ce n'est l'État pas ça la et question. selon son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas ça la question. Quelle est la question? Nicolas Kazadi, Oui. il est proche ou pas proche de Félix Tshisekedi, chef de l'État? Hier et aujourd'hui. Nicolas Kazadi était et restera très proche du chef de l'État pour servir la nation. Donc, lui, il est proche du chef de l'État. Et il dit que ceux qui sont proches du chef de l'État sont mauvais. Donc, lui aussi, il est mauvais. Moi, je reconnais en vous le sens de l'objectivité, mais je pense que C'est la question. la subjectivité... Il vous l'a prend le- dit. Monsieur, Il a dit le chef de l'État est mal entouré. Donc, lui, s'il est proche du chef de l'État, ça veut dire que lui aussi, il est mauvais. Non. Monsieur Nicolas Kazadi, malheureusement, a été victime d'une manipulation liée à un montage odieux. On a transformé ses propos, on a tronqué la vérité pour parvenir à sortir des balivernes. Pourquoi? C'est qui ne l'IA sont qui a pas parlé aussi, utiles. c'était sa voix. Mais moi, je peux parler maintenant. Alors, c'est Et- qu'il a et dit. on peut- La phrase qu'il a dite, le chef de l'État est mal entouré. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Ah, il a dit quoi? Alors, M. Kazadi a dit ceci, que dans ce pays, il y a encore un groupe d'individus qui conservent les anciennes habitudes et qui ne souhaitent pas se mettre dans la ligne de la transparence et de la bonne gouvernance. Mais ces individus-là, qui ont existé, qui existent et qui existeront probablement, ne peuvent pas engager la dignité ou l'honneur du chef de l'État. Premier point.
Le constat de M. Nicolas Kazadi se projette sur une tendance générale. Et il a même dit que si tel est le cas, il est possible, comme dans toute société, comme dans toute famille, à un moment donné, qu'on trouve une tendance positive et une tendance négative. Monsieur Mukendi, Oui. Nicolas Kazadi a-t-il dit que chez nous, dès qu'il y a un projet ou des projets, on se partage d'abord l'argent, on regarde les projets après. Il a bien dit ça en français. Nicolas Kazadi a dit exactement ceci. Le Congolais, dans sa nature, permettez-moi la tautologie, dans sa nature naturelle, le Congolais aime bien vivre. Jouisseur. Il a précisé jouisseur. Le Congolais aime bien vivre. Lequel des Congolais? Mais laissez-moi terminer. Oui, mais lesquels des Congolais? La C'est pas tendance tout le monde générale. qui gère le projet. En tout cas, mais laissez-moi terminer. Oui, allez-y. La tendance générale du Congolais, le Congolais aime bien vivre, la joie de vivre, des moments de fête, des moments de gaieté, c'est notre nature que Dieu nous a donnée. Et il a dit que ce n'était pas mauvais. Mais qu'à cette nature, il fallait aligner le travail, puisque c'est le travail qui assure l'autonomie et le développement. Pourquoi vous faites une traduction des travers? Lui, il parle en français. Il dit correctement ceci. Moi, je parle en quelle langue? Mais vous parlez dans un français qui n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Oui, oui. Chez nous, on est des jouisseurs. Dès qu'il y a un projet, on préfère se partager l'argent, on voit le projet après. Il continue en disant, dans les conseils d'administration, exemple l'AMIBA, la SNED, etc., les membres du conseil d'administration se donnent des salaires de 100 000 $, alors que le petit Congolais... Mais ça, c'est bien. Est-ce que ce n'est pas bien? Mais lui, ministre des Finances, c'est lui qui paye, aujourd'hui, qui gère l'argent public. Aujourd'hui, pourquoi il donne ces salaires-là? Aujourd'hui, M. Nicolas Kazadi n'est pas ministre des Finances. Ça, c'est la première des choses. Et avec son expérience, il peut dégager des constats sur la base de certaines choses qui peuvent se produire. Mais il a été 4 ans ministre des Finances. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Oui, allez. Sinon, je vous laisse terminer votre émission et monologuer ici. Non, je ne monologue pas. Monsieur Nicolas Kazadi a donné une tendance générale liée à la nature bantou que nous sommes. Vous, vous êtes bien habillés. Vous investissez énormément dans vos chaussures, dans vos vestes. J'ai vu quelquefois, vous avez quelquefois devant... Répondez aux questions. Laissez-moi terminer. Devant Télé 50. Répondez aux questions. Laissez-moi terminer, M. Kassam. C'est quand même une émission intéressante. Oui, mais parce que vous êtes en train de l'abîmer. Non, allez-y. C'est un sabotage ou quoi? Non. Bon, alors. J'ai vu devant votre bureau ici 5 véhicules. J'ai demandé c'est à qui? Vous êtes hors sujet. On m'a dit que c'est à M. Kassam. Vous êtes hors sujet. Est-ce la jouissance? Mais moi, je ne suis pas mandataire, monsieur. Donc, je ne suis pas membre du gouvernement. Donc, moi, je vous ai posé la question par rapport à ce qu'il a dit, lui. Pourquoi vous allez... je vous répète que les propos de M. Nicolas Kazadi ont été déformés. Ah bon? Ont été déformés. Et si vous voulez que je vous donne l'explication et l'essence de ces propos, laissez-moi parler. Vous avez fini? Expliquez-moi comment il peut dire... Il a été ministre des Finances. Ça veut dire que c'est lui le caissier de la République. Le caissier. C'est lui qui donne l'ordre à la Banque centrale de payer ou de ne pas payer. Quand nous sommes arrivés IDPS, le budget de l'Assemblée nationale pour le traitement, le frais d'émission, etc., c'était à l'ordre de 5. Aujourd'hui, c'est à l'ordre de 45. Comment lui, le bon gestionnaire, il peut passer de 5 à 45 tout en continuant à payer alors que le pays avait besoin de cet argent pour faire autre chose? Mais d'abord, je veux vous rappeler que sous l'autorité du chef de l'État, si nous voulons parler de budget, M. Nicolas Kazadi a quand même fait passer le budget national d'abord, avant d'aller dans... Monsieur Kassamba. J'ai dit de 5 à 45. Mais M. Kassamba, pour payer de 5 à 45, il faut qu'il y ait une provision. Cette provision vient du budget national et vous allez quand même me laisser parler, s'il vous plaît. M. Nicolas sous l'autorité du chef de l'État, a d'abord fait passer le budget national
de 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars. Ça s'appelle une augmentation exponentielle puisqu'elle est chiffrée à 400%. C'est du jamais vu. M. Nicolas Kazadi, dans sa rigueur et technocrate, dit au nom de la transparence, si vous vouliez, un autre aurait caché. Mais il dit que nous avons constaté que les dépenses de fonctionnement, surtout et des rémunérations, nous ont permis de passer de 5 à 45 ou 47. Mais il ne s'est pas arrêté là, puisque vous n'avez pas suivi toutes les missions. Les missions étaient coupées pour donner une mauvaise image de la nation. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Dès lors qu'il présente son rapport au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, celui-ci, fervent disciple de la redistribution équitable, a ordonné à ce qu'on recadre la situation, qu'on la revoie et qu'on l'améliore, de telle sorte qu'une redistribution soit juste et équitable. Ce qui a été fait, et ce qu'on n'a pas dit à la population, c'est que des 45 ou des 47 milliards, il y a eu des coupes de budgétaires de l'ordre de 50%. Et ça, on n'a pas montré à la population puisqu'on souhaitait manipuler. Je peux poser ma question. Vous pouvez la reposer. Comment Nicolas Kazadi, s'il était bon gestionnaire des finances publiques, il pouvait avoir la réputation de M. 30%, Dixit Matata Mpogno, il pouvait payer... Mais M. Kassamba, attendez, laissez-moi poser ma question. Nous sommes dans un état de droit. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes un journaliste. J'ai dit Dixit. Vous êtes... Laissez-moi terminer. Dixit Matata Mpogno, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Qui réclame même son argent impayé. Laissez-moi terminer. Oui, terminé. Vous êtes un homme respectable et qui se doit de se faire respecter. Vous ne pouvez quand même pas, à votre niveau, faire circuler des balivernes et répéter des sottises sur un plateau de télévision. Vous, avez-vous la preuve? Pas moi, Matata Mpogno, qui était à votre place là. Ouais. Il a dit, moi j'ai presté pour la Banque africaine de développement. Ouais. Cet argent, 2 millions de dollars, ça devait être payé. On me demande la... Laissez-moi finir. Vous me demandez de vous laisser finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Alors, la question que je pose là-dessus, connaissez-vous le nombre de fonctionnaires ou le nombre de travailleurs dans ce pays qui sont en retard de paiement de leurs droits? Au nom de quel principe M. Matata, après tout ce qu'il a fait dans ce pays, peut se prévaloir, lui, d'aller toucher en priorité 2 millions de dollars? Il ne touche pas. Ça frôle l'indécence. On lui a demandé un travail. M. Kassamba, ça frôle l'indécence. Monsieur Kassamba, ça frôle l'indécence. Lorsque je vois les travailleurs de certaines entreprises, les retraités surtout dans ce pays, qui font des efforts, heureusement qu'à la CNSS, on commence à payer. On a rendu des retraités pauvres et qui souffrent. Et vous me dites sur un plateau de télévision qu'il fallait payer de manière prioritaire à Matata 2 millions de dollars. J'avais reçu Nicolas Kazadi ici, je lui ai posé la question sur le paiement de Matata Mpogno. Le ministre des Finances doit venir, le ministre des Finances de la République doit venir se justifier pour le paiement de M. Matata. Attendez. Vous me décevez, M. Je lui ai posé la question sur le paiement hors chaîne de dépenses. Ouais. S'il était bon fonctionnaire, pourquoi il ne respectait pas la chaîne de dépenses? Monsieur Kassamba, les paiements en urgence ne constituent en aucun cas une infraction. En urgence? Sans soubassement? Je répète. Sans passer par le budget? J'ai dit ceci. Écoutez ce que je vous dis. Oui. Ne spéculez pas. Vous êtes président de la presse congolaise. Oui. Mais vous me dites que si on ne respecte pas le budget, la chaîne de dépenses, ce n'est pas une infraction. Monsieur Kassamba, écoutez-moi. Le paiement en urgence n'est pas une infraction. Systématisé. Puisqu'il sera régularisé. Voilà. Sans papier. Nous sommes dans un pays en guerre. Il y a des priorités. Et il y a chaque jour des nouveaux problèmes qu'il faudrait résoudre en priorité. On vous temps de faire la chaîne de dépenses, on pourrait ne pas
sauver des vies. Mais pourquoi Ouais. l'actuel ministre des Finances, il a réduit sensiblement tout ceci, tout a été nettoyé et il se pose plus de questions de paiement en urgence hors chaîne de dépenses. Pourquoi? Puisque vous avez parlé du nouveau ministre des Finances, Oui, qui a stabilisé le faire public. je vais procéder encore une fois, si vous me permettez, par une petite comparaison. Allez-y. L'année passée, le premier semestre de l'année passée, c'est Nicolas Kazadi qui était ministre des Finances l'année passée. Sur le premier semestre, en termes d'assignation, il a réalisé 111%. Le deuxième semestre, il a été remplacé par son Excellence Doudou Fouamba, actuel ministre des Finances. Celui-ci qui n'a pas atteint 100%, qui était aux alentours de 97-98. Vous parlez de vrais chiffres. Laissez-moi terminer. La moyenne qui permet à ce que l'année passée se clôture bien est basée sur le travail que Nicolas Kazadi avait fait avec ses 111 pour permettre de dépasser 100%. Premier indicateur. Deuxième indicateur. Nous allons comparer pour la même période l'actuel ministre et le ministre Nicolas Kazadi pour le premier trimestre. Laissez-moi terminer. Oui. Sur 2024, Nicolas Kazadi a été en termes de déficit à 75 millions de déficit pour le premier trimestre 2024. Aujourd'hui, sur le premier trimestre 2025, en comparaison de la même période, nous avons un déficit de 611 millions de dollars. Je vous laisse comprendre vous-même où se trouve la qualité et où se trouve le travail, bien que Nicolas Kazadi avait laissé tout en ordre. Je vais continuer, laissez-moi terminer. Je vous donne un indicateur de consommation. Le ciment. Le ciment. Notre pays produit 2 300 000 tonnes de ciment. Alors que son besoin en consommation de ciment est d'environ 2 560 000 tonnes. En 2020, le Congo était en termes de production et de consommation à 1 200 000 tonnes de ciment. 2021, 1 600 000 tonnes de ciment. 2022, 2 millions. 2023, ça c'est le pic historique. Je vais vous montrer en quoi est-ce que Nicolas Kazadi est un bon gestionnaire. Nous avons atteint justement le chiffre de référence 2 300 000 tonnes. C'est-à-dire quoi? Et depuis que nous sommes en 2024, cette consommation a beaucoup baissé. En économie, ça traduit quoi? Ça traduit que l'État n'est plus dans les travaux d'infrastructure et dans les grands investissements qui montrent une performance et la santé économique. Depuis que M. Nicolas Kazadi est parti, nous voyons malheureusement la courbe baisse de manière vertigineuse et qui démontre que Kazadi avait une qualité et une certaine façon de travailler très intéressante. Je vais terminer. Oui, parce que je n'ai pas compris l'explication. Mais vous ne pouvez pas la comprendre. Non, parce que quand on donne des bonnes explications, vous ne les comprenez pas. Non, Et non. de quel projet vous voulez parler? 145 territoires. Oui. J'allais dire le puits. Ce que vous avez dit ici. Les lampadaires. Et les forages. Et les forages. Nous pouvons nous arrêter là. Attendez. Je peux donner une réponse? Attendez. Oui. Le centre financier. Oui. Le stade Arena. Oui. De tous ces projets, Oui. citez-moi un seul qui donne satisfaction aux Congolais, piloté par Nicolas Kazadi. Je sais que vous n'êtes pas économiste, mais souffrez s'il vous plaît de comprendre ce que je veux vous dire. Non, donnez-moi un seul. On reconnaît la santé économique et financière d'un État par les investissements, surtout dans le terme d'infrastructures.
Voilà pourquoi je vous ai parlé de la consommation et la production de ciment. Mais vous avez dit que vous n'avez pas compris. Non, je suis parce désolé. que ça n'a rien à voir. Non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Ça n'a rien à voir avec... Aussi, les besoins, l'investissement est un indicateur important. On construisait les centres financiers, Arena, et tout bougeait. Mais je vous pose la question, pourquoi on ne construit plus aujourd'hui? Parce que c'est des projets mal pilotés. Non, non. Qui ont endetté l'État. L'État n'est pas endetté. Bien sûr. Et si c'était des projets mal pilotés, quels sont les projets bien pilotés, initiés par les finances, qui sont aujourd'hui en cours d'exécution? Mais Fouamba vient d'arriver. Il est en train de corriger. Après un an. Mais il est en train de corriger. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas calomnier, attaquer quelqu'un sans aller dans les sous-bassements du travail qui est fait. Monsieur Nicolas Kazadi est un technocrate qui a fait un bon travail. Malheureusement, il est combattu pour les meilleurs chiffres et son meilleur rendement. Dites-moi, ouais. Entre Fouamba et Kazadi, qui paye les gens? Qui paye les fonctionnaires? J'ai du respect pour le ministre Fouamba qui est actuellement ministre des Finances. Laissez-moi répondre. Oui. Je suis un garçon bien éduqué. Sans retard. Non, non. Vous êtes dans la comparaison. Une comparaison polémique. Non, moi, mais vous avez dit Nicolas Kazadi travaillait bien, Fouamba travaille pas bien. Non, non. Alors dites-moi, j'ai comparé les chiffres. Oui. Tout en respectant l'actuel ministre des Finances, je peux comparer de manière intellectuelle les chiffres et donner objectivement des points de vue. Qui paye les fonctionnaires de l'État aujourd'hui, en temps et en heure? Aujourd'hui. Entre Kazadi et Fouamba. Mais Nicolas Kazadi est parti, il n'y avait aucune dette. Pardon? Il n'y avait pas de dette. Il n'y avait pas d'impayement. Il n'y avait pas de retard. Il n'y avait pas de retard d'impayement. Monsieur, il n'y avait pas de retard. Il a laissé 1000 milliards dans la caisse. Tout était bien. Mais laissez-moi vous dire que lui-même, il est député. Il a rappelé à la télévision que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas touché. Voilà. Donc vous dites que Fouamba ne paye pas par rapport à Nicolas Kazadi. Moi, je ne fais pas une émission ici pour comparer Fouamba et Kazadi. Évoluons. C'est que j'aimerais vous faire Évoluons. Ouais. Mais alors, laissez-moi aussi vous montrer un point. Monsieur Nicolas Kazadi est un homme qui travaille pour la bonne gouvernance et pour la transparence. J'aimerais donner encore quelques chiffres. Lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il y a encore des chiffres. C'est qu'en termes de rémunération et de fonctionnement de l'État, sous le président Joseph Kabila, ça représentait environ 90%. 90% du budget national était uniquement alloué aux rémunérations et au fonctionnement, avec un taux d'investissement d'1%. Sous l'autorité du président Tshisekedi, la courbe d'investissement a augmenté et l'a atteint jusqu'à 17%. Alors que sous les grands techniciens Matata et Kabila et vous-même, chef de délégation, vous étiez à 1% d'investissement. Vous êtes au sujet. C'est pour vous dire ceci, M. Kassamba. Oui. On ne peut pas critiquer le chef de l'État puisqu'on a envie de parler pour parler. On ne peut pas critiquer le travail du gouvernement de la République puisqu'on est kabiliste. C'est moi un domaine dans lequel il y a eu investissement. Un domaine dans quoi? Mais dans lequel il y a investissement. Sous qui? Maintenant là. Infrastructure. Lesquelles? Citez-moi 5 infrastructures. Je n'ai pas terminé. Mais Tshisekedi a construit de loin plus que Joseph Kabila. Mais citez-le moi. Je réponds, les 145 territoires. Oui. Je sais que vous... Quel est l'État? Messieurs... Quel est l'État de 145 territoires? Ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas. Alors laissez-moi terminer. Donnez des réponses. Quel est l'État de 145 territoires? À peine je commence, à peine vous m'arrêtez. Allez-y. Je veux vous dire que dans chaque territoire, sous le président Félix Tshisekedi, on a construit des maisons de territoire pour les administrateurs de territoire. Les cercles sportifs. Qui sont livrés. Heureusement que... Qui sont livrés. Je pouvais si j'avais mon téléphone, je vous aurais... Qui sont livrés. Moi, je suis allé à Kabeyakamouan. Je suis allé à Miabi. Et j'ai des amis dans leur province qui ont dit qu'ils n'ont jamais vu des maisons en matériaux durables. Félix Tshisekedi. Des résultats extraordinaires. Mais les kabylistes, qu'est-ce qu'ils font? Vous vivez dans quel pays? Je vis au Congo. Et vous vivez dans quel pays? Dans l'illusion kabyliste de 5 chantiers de révolution de la modernité. Monsieur Kassamba, vous pouvez être kabyliste, je peux être tshisekadiste, mais nous travaillons pour l'État et pour l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. On peut reconnaître quand un président de la République fait bien.
Ça ne vous coûte rien. Et M. Tshisekedi est un démocrate. Il sait que vous êtes kabyliste. Il sait que je suis tshisekediste. Mais nous sommes dans un seul pays. Mais vous ne répondez pas à la question. Vous voulez que je réponde de quelle façon? Deuxièmement. Oui. L'AMIBA. Attendez, je n'ai pas fini. Je voulais finir ce chapitre-là. Mais ce chapitre-là, parce que vous n'avez pas les éléments. Je vous ai demandé quels sont les projets d'investissement. Monsieur, encore un indicateur. Sous Joseph Kabila, le Fonds de promotion des industries, FPI, a sorti un total de 140 millions de dollars américains sur base de faux dossiers. Dossiers d'industrie. On va faire les clous, on va faire ceci. La Kabylie. Jusqu'à ce jour, cet argent n'est jamais revenu dans les caisses de l'État via l'FPI. Et cet argent est comme ça. Ça, ce sont les kabylistes. Mais regardez sous Félix Tshisekedi. Dès qu'il y a un soupçon, l'État qui permet d'avoir une justice autonome, les magistrats poursuivent sans distinction. Monsieur Mukendi. Laissez-moi terminer. Non, mais non. Laissez-moi terminer. Ça énerve les gens. Ça vous énerve, vous? Non, moi non. Ça vous énerve, vous? J'ai dit laissez-moi terminer. Lorsque vous parlez comme ça, les gens sont énervés. Laissez-moi, monsieur, ils sont énervés? Laissez-moi terminer. Mais vous dites des choses. Non, ça vous énerve, vous? Pas debout. Non. Ça ne tient pas debout. Citez-moi un seul point détourné. Moi, je ne cite rien. Que l'État a récupéré. Je ne cite rien si je ne finis pas ce que je veux vous dire. Oui, finissez. 140 millions de dollars américains pris par la Kabylie, FPI, Fonds Promotion de l'Industrie. Premier point. Dossier Boukangalonso. Tout ce que vous voyez là, 200-300 millions, ok. 89 millions de dollars sont sortis de la Banque centrale, sont repartis, revenus. On a effacé les traces. Donc vous allez à la banque, il y a un trou de 89 millions, et l'argent est sorti comme ça. Les traces, on ne sait plus quoi dire. Ça caractérise la mégestion et la Kabylie. Alors que sous le président Tshisekedi, vous êtes témoin. Monsieur Kazadi lui-même, Monsieur Kazadi a répondu devant la loi. Il s'est rendu disponible. Il est allé, il a fait des comptes et il a été disculpé totalement. C'est pour vous dire quoi. On ne peut pas comparer le président Félix Tshisekedi au président Kabila. L'un est un démocrate qui est adepte de la transparence et de la bonne gouvernance. L'autre, je m'abstiens de le qualifier. Monsieur Mukendi, est-ce que vous savez que les gens qui nous suivent en ce moment, quand ils vous écoutent parler comme ça, ils sont scandalisés? Est-ce que vous savez le nombre de scandales financiers depuis 7 ans Alors, qui caractérisent ce que vous appelez la mouvance? Les scandales financiers. Mais je vais répondre. Au moins le président Félix Tshisekedi. Il a des scandales. Laissez-moi terminer. Dans sa grandeur et dans son souci de la bonne gouvernance, de la transparence, chaque fois que les sales habitudes du passé reviennent, la justice intervient. Vous avez encore la preuve aujourd'hui. Et avec quel résultat? Mais les résultats est le suivant. Dans le cas de Kazadi. Et on récupère dans le cas de Kazadi. Moi, je suis sur Kazadi. Et on récupère l'argent. Dans le cas de Kazadi. Mais écoutez, dans le cas de Kazadi, il a été en justice. Il y a eu des enquêtes. Il est passé devant les juges à la cour de cassation. Et on a les lampadaires. Il a été totalement disculpé des charges qui pesaient pour lui. On a les forages. Donc on n'a pas le lampadaire, on n'a pas les forages. Mais pourquoi? On n'a pas les chantiers terminés de centres financiers. On n'a pas les, le stade. Mais l'argent est sorti quand même. Monsieur Kassamba, vous êtes un menteur. Retirez ça, monsieur. Je retire. Merci. Voilà. Je pose la dernière question. Normalement, un fils Miba que vous êtes, vous devrez, ne serait-ce que relancer la MIBA, si vous n'avez pas la capacité de créer d'autres sociétés au Kasaï. Expliquez-moi cet échec patent. De quoi? De la MIBA. Ok. Parce que c'est chez vous. Non, non. Le Congo, c'est chez nous. Moi, je ne suis pas tribaliste. Chacun a son fief. Je ne suis pas tribaliste. Je suis congolais. Bon, admettons. J'ai le souci des entreprises du Congo pour la MIBA autant que j'en ai... Expliquez cet échec patent de la MIBA.
Tout gouvernement confondu depuis 7 ans. Non. L'Amiba était une entreprise prospère et en très bonne santé. Au départ du président Mobutu, l'Amiba était la première. Monsieur Kassamba, vous allez me laisser parler. N'allez pas à Vous allez me laisser parler. Oui, oui, allez-y. Au départ du président Mobutu, l'Amiba était une entreprise prospère qui était d'ailleurs la première entreprise en termes de contribution du budget national. C'est sous les régimes Kabila 1 et Kabila 2 qu'on a tué volontairement l'Amiba. Et ça, vous ne devez pas l'oublier. On a tué l'Amiba jusqu'au point de prendre 80 millions de dollars de l'Amiba qui se trouvait dans les caisses en Belgique, sous Kabila. L'Amiba s'est retrouvée dans une situation telle que elle a été amortie jusqu'au point où on l'a tuée. Ça, c'est le bilan de règne de Joseph Kabila, qui a volontairement tué l'Amiba avec ceux qui ont géré l'Amiba à cette époque, quels que soient les résultats qui peuvent exister, les chiffres sont là, la réalité, l'Amiba est en difficulté. Vous dites que je suis fils Miba. Je prends Dieu à témoin. J'ai remué ciels et terres. J'ai tout dit. J'ai tout fait. Vous voulez que je pose la question? Non, je continue. Pourquoi Nicolas Kazadi, Kasaï oriental, Miabis aux encablures de l'Amiba, pourquoi Félix Tshisekedi, fils du Kasaï oriental, attendez, monsieur, pourquoi il y a eu même 2 ministres, un ministre du Kasaï oriental et une ministre. Pourquoi vous n'avez pas relancé l'Amiba? Relancé en 7 ans. Elle est en cours de relance, mais je vais répondre. On vous suit. Hein? Le président Félix Tshisekedi, à partir du moment où il est le chef de l'État, il est le père de la nation. Il n'appartient pas à Kabeya Kamwanga, au Kasaï, encore moins à l'UDPS. C'est le père de la nation. Ça, j'aimerais quand même apporter ce distinguo, puisque si à votre époque c'était comme ça... Mais vous ne répondez pas. Mais je réponds. Je ne peux que répondre de la manière... J'ai dit en 7 ans. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est l'expertise? C'est les moyens financiers? C'est l'ingénierie? C'est la volonté pour relancer une petite société minière de l'Amiba? Ok, je vais vous répondre. En vous faisant le diagnostic d'aujourd'hui de l'Amiba, ensuite je vais vous dire quel est le problème. Sur les 3 derniers mois, la grande Miba, qui produisait à l'époque du PAD Mukamba 1 million de carats par mois, la Miba n'en a produit aujourd'hui que 22 000 en 3 mois. Ce qui est insignificatif et décevant. C'est médiocre. Ça fait 5 mois, au moment où je vous parle, que le ministère des Finances n'a plus versé le million de dollars que nous versions. Ah, c'est la faute à Famba. Non, je peux, monsieur. Écoutez d'abord le diagnostic. Oui, allez-y. Ça fait 5 mois que le ministère des Finances n'a plus versé le million de dollars qu'à notre époque nous versions à l'Amiba pour soulager au moins la souffrance des travailleurs et permettre à la direction générale de s'occuper de l'exploitation. Le problème de l'Amiba aujourd'hui, c'est la politisation de sa relance. Nous avons tout dit, nous avons tout montré, nous avons tout fait. Qui nomme? Mais celui qui nomme ne peut que nommer en tenant compte des structures. Qui nomme? Je réponds. Celui qui nomme ne peut que nommer en fonction des rapports qu'il a sur la table. Qui politise l'Amiba? Messieurs, écoutez d'abord les réponses et laissez à votre invité de répondre, monsieur Kassamba. Vous êtes en train de m'étouffer. Celui qui nomme, c'est le chef de l'État. Mais l'État, c'est une équipe, c'est le ministre du portefeuille, ce sont ainsi de suite des structures. Alors, lorsque le président confie des missions, regardez, faites ceci, et qu'on lui remonte un rapport biaisé, le président peut... L'Amiba vit au ciel. Pardon? Il n'y a pas... alors, je vais vous donner un exemple. Pour l'Amiba, il ne faut pas qu'il y ait des renseignements. C'est des choses. Oui. Au moment où je vous parle, le chef de l'État a été à Mbujimaï. Il a promis, il a réalisé. On a la population lui a bien posé des questions. Monsieur Kassamba. Oui, allez-y.
Il a promis, il a réalisé, il a débloqué 50 millions qui sont mobilisés. Bon, au jour d'aujourd'hui, permettez-moi un peu la tautologie, au lieu de prendre 50 millions, donner aux organes statutaires de l'AMIBA, puisque le chef de l'État a quand même nommé un DG qui a la responsabilité de gérer au quotidien l'AMIBA et de la relancer. C'est quand même le travail d'un DG. L'AMIBA a un conseil d'administration. Avec un PCA. Avec un PCA. Qui ne s'entend pas avec les DG. Des choses comme ça. Mais par la faute de qui? Dieu seul sait. Qui nomme? Alors, c'est lui qui a nommé, a mis l'argent à la disposition de l'AMIBA. Mais qu'est-ce que nous constatons, M. Kassamba? On a créé une commission ou une équipe interministérielle. Finance et portefeuille. Ça s'appelle UGP. Même s'il y a un caractère légal, puisque c'est créé par arrêté ministériel, mais cette structure UGP est incompatible au fonctionnement des organes statutaires de l'AMIBA. C'est comme si on prenait l'argent de l'AMIBA, au lieu de donner à l'AMIBA, qui a des experts, qui a son organigramme, son programme validé pour travailler, on crée encore une commission à côté, qu'on appelle une commission gardienne de... Là, c'est qui? Le ministère du Portefeuille et des Finances. Qui dépend de quel gouvernement? Mais M. Kassamba, quel est votre objectif? Laissez-moi poser un problème. Donc, aujourd'hui, je peux comprendre la bonne intention. Mais pour faciliter la relance de l'AMIBA, il faut arrêter de politiser cette relance. Si le chef de l'État a fait le choix de mettre des gens à l'AMIBA, qu'on laisse ces gens-là travailler. S'ils échouent, on va les enlever. S'ils réussissent, on va compléter l'équipe ou on va les féliciter pour des performances. Mais on ne peut pas à la fois nommer des gens à l'AMIBA et saboter les DG que le président a nommés. Donc moi, je suis un légaliste. Dieu seul sait combien je peux me donner moi-même pour relancer l'AMIBA. Mais je respecte les choix du chef de l'État, puisque lui, il a la vision. Mais ce que je demande aussi, que l'on laisse l'AMIBA, avec les autorités choisies par le chef de l'État, piloter la relance de l'AMIBA. S'ils échouent, qu'on les enlève et qu'on mette d'autres. Mais parce que le chef d'État sait qu'entre le PCA et les DG, le climat n'est pas bon. Alors si le climat... Parce qu'il sait qu'à l'AMIBA, il n'y a pas d'équipement, les réserves ne sont pas certifiées. Parce qu'il sait qu'à l'AMIBA... Maintenant, je pose la question. C'est l'unité de gestion de l'AMIBA qui va ramener l'équipement, qui va ramener l'AMIBA. Ça, c'est superposer des institutions. Vous voulez que je pose la question? Posez la question. S'il y a un désordre à l'AMIBA, pourquoi lui, le président qui nomme, il ne peut pas mettre de l'ordre là-bas? La seule façon de mettre de l'ordre, c'est de d'abord permettre à l'AMIBA de fonctionner librement. Qui permet de fonctionner? Mais M. Kassamba, c'est un problème important. Si vous voulez vous acharner sous le chef de l'État, je vous laisse votre responsabilité. Moi ici, je défends l'AMIBA puisque je suis légaliste et je fais comprendre le problème dans le fond. Moi, je ne suis pas intéressé par le PCA et le DG. Moi, je défends l'AMIBA. Le chef de l'État a dit, mettons 50 millions à l'AMIBA, puisque un plan de 70 millions a été approuvé, ce qui n'a pas été sous Nicolas Kazadi. Sous Nicolas Kazadi, il n'y avait aucun plan approuvé de manière formelle, ce qui fait que le ministère des Finances ne pouvait pas éjecter de l'argent dans l'AMIBA. Aujourd'hui, que le chef de l'État a approuvé un plan de 70 millions, un plan d'urgence de 70 millions, auquel nous avons contribué avec nos idées, puisque nous avons été reçus par le ministre du Portefeuille, on a approuvé ces plans-là. Quand l'argent sort, qu'on laisse les organes statutaires de l'AMIBA gérer de l'argent. Non, il y a l'IGF, il y a la Banque centrale. Monsieur Kassamba, regardez-moi. Alors, à partir du moment où on politise, où on fait de la complaisance et quelquefois de l'obstination déraisonnable par certains qui ne voient que l'AMIBA, qui ne veulent que l'AMIBA, on étouffe les organes statutaires de l'AMIBA qui ont la compétence de négocier et de relancer pour l'AMIBA. Moi, j'avais une ambition pour l'AMIBA, mais je suis venu ici, j'ai félicité M. Okoto, j'ai félicité M. Kabanda, je suis républicain.
je sais accepter le choix du chef de l'État et permettre l'entreprise d'évoluer. Mais certains n'acceptent pas. On peut terminer l'émission? On va la terminer. Dites-moi. Bien sûr que oui. Dites-moi. L'ONATRA est par terre. Le Congo a des problèmes de fluidité, des transports. Les privés cherchent à soulager tant bien que mal, en termes de gestion, en termes d'exploitation, de quelques navires qui arrivent chez nous. Ouais. Pourquoi vous fermez les ports privés? Alors, je vais vous dire quelque chose. Le Congo est buté à une guerre injuste. C'est-à-dire que nous avons un réel problème sécuritaire dans ce pays et l'État doit avoir une vigilance sans faille en matière de sécurité, surtout autour de la capitale qui est longée par un fleuve. Jusque de l'autre côté, Congo, ainsi de suite. Congo central, l'Équateur, jusque partout. Donc le bassin du fleuve, c'est d'ailleurs le Congo qui fait le Congo entier. Les ports privés ont outrepassé la réglementation en vigueur puisque certains responsables des ports privés ont développé la manie de faire venir des bateaux dans leur port, de les décharger sans contrôle et de mettre des marchandises que l'État ne voit pas, ne contrôle pas, dans des conteneurs sur des camions et les ramener directement à Kinshasa à Limité. Des conteneurs de 20 pieds, des conteneurs de 40 pieds. Dans un conteneur, on peut y mettre un char de combat. Il était très important pour la situation sécuritaire, tout en ayant le souci de l'économie et de la population, de mettre cette histoire de la sécurité de l'État en priorité et de fermer les ports qui n'étaient pas en règle du point de vue sécuritaire et administratif. C'est louable, ça se comprend. Vous savez combien d'emplois sont tués? Laissez-moi terminer. Concernant l'ONATRA, l'ONATRA est une entreprise aujourd'hui qui est en cours de redressement. Il y a des grands travaux et d'ailleurs je félicite le DG de l'ONATRA, M. Martin Lukusa, qui fait du bon travail. Vous avez interrogé les Sénégalistes de l'ONATRA? De l'AMIBA ou de l'ONATRA? De l'ONATRA. Moi, je suis un libéral. Vous les avez interrogés? Je suis du côté du patronat et je regarde les efforts qui sont fournis par ce DG Martin Lukusa et c'est appréciable. C'est appréciable. On ne peut pas être dans un pays où chaque fois on ne doit que critiquer les gens. Les journalistes critiquent les gens. Les journalistes insultent. Un DG qui fournit un effort. Mais vous voulez finalement quoi? Le chef de l'État fait du travail, on le critique. Mais finalement, nous avons la manie de salir notre propre pays, M. Kassam. Et vous êtes le premier à le faire. Je vous conseille de ne plus le faire, M. Kassam. L'émission est terminée. Alors, je vais terminer l'émission en vous disant ceci. Je demande à tous les Congolais de garder l'optimisme et de croire en l'amour, en la détermination du chef de l'État. Les réformes qui s'opèrent dans notre pays, le nouveau comportement de la justice dans notre pays démontre que le chef de l'État veut et travaille au changement des mentalités et des mauvaises habitudes qui étaient dans ce pays. Désormais, un ministre, un député, quelle que soit la position que pourrait occuper un individu dans notre société, dans notre République, au nom de la collectivité, tous, face à la justice, seront traités de la même façon, tout le monde est traité de la même façon. Tout le monde est traité de la même façon. Respectant, la justice est la même pour tous. Tout en respectant la présomption d'innocence. Premier point. Aussi, nous Congolais, nous devons apprendre à respecter notre justice. Lorsque les autorités sont interpellées par la justice, nous acclamons la justice, nous disons qu'elle est bonne. Lorsqu'il y a une enquête et qu'à la fin de l'enquête, on disculpe, on relaxe ou on laisse quelqu'un, là la justice devient corrompue. Ce n'est pas comme ça qu'on peut construire le Congo et ce n'est pas comme ça que nous pouvons avancer. Mais merci beaucoup. Il y a une justice pour les uns et une justice pour les autres. Il y a une justice équitable pour tout le monde que Félix Tshisekedi installe dans un pays et dans le nouveau Congo de Félix Tshisekedi qui prend la transparence et le progrès social. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'émission est terminée. À vous d'apprécier et surtout de noter. Vous pouvez couper, hein, si vous voulez bien, en distribution TikTok.
C'était donc M. Dani Mukendi de la mouvance présidentielle. À très bientôt. Merci.